La TVT au cœur de l'information. Le 56e sommet ordinaire des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu ce samedi à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État togolais y était présent, le compte rendu en début de journal. Et nous finirons ce journal avec l'ambiance festive samedi sur le terrain au stade municipal de Bafilo. Les populations d'Assoli célébraient leur fête traditionnelle Kamaka, occasion donc de rendre grâce aux mânes des ancêtres. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, était samedi à Abuja au Nigeria. Il a pris part à la 56e session ordinaire de la CEDEAO. Les chefs d'État de gouvernement de l'institution ont abordé les questions d'intégration et de sécurité ainsi que de la monnaie unique. Cette session ordinaire de la CEDEAO se tenait dans un contexte sécuritaire marqué par la montée de la menace terroriste. Joseph Amégan, précision. Cette 56e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, session à laquelle a pris part le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a été pour l'essentiel consacrée au défi de l'intégration sous-régionale, le processus de la monnaie unique, la sécurité dans l'espace. Les dirigeants ouest-africains ont passé en revue les différents rapports et recommandations du comité des ministres sur le fonctionnement de l'organisation ainsi que la situation économique, institutionnelle et sécuritaire de la CEDEAO et les politiques sectorielles. Ils se sont félicités des progrès enregistrés en matière de convergence macroéconomique, de la mise en œuvre du programme d'intégration, de la libre circulation des personnes et des biens, du processus de la monnaie unique. La conférence a réaffirmé son attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité indispensables à l'intégration et au développement économique de la communauté. Elle a exprimé sa préoccupation eu égard aux attaques et menaces terroristes qui ne cessent d'engendrer des victimes dans certains pays membres, tout en appelant à une coopération internationale en vue de lutter efficacement contre le djihadisme. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibou, et le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou, ont à l'ouverture des travaux appelé à plus de solidarité face aux actions de déstabilisation de la région. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, qui a pris part aux travaux, a été accueilli à son arrivée à Abuja par les autorités nigériennes et une foule parmi laquelle les ressortissants togolais vivant au Nigeria. Et cette décision historique en Afrique de l'Ouest, alors que le 60e des indépendances profile à l'horizon. La mort du franc CFA signée et annoncée ce 21 décembre 2019 à Abidjan. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donc annoncé que l'ECO remplacerait le franc CFA dans les 8 pays de l'UEMOA à partir de juillet 2020. Quelles sont donc les grandes orientations qui sont données à cette réforme du franc CFA? Suivons les explications du président ivoirien Alassane Ouattara. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation
de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Et donc, près de 75 ans après son introduction dans des pays encore sous domination coloniale française, le mécanisme du franc CFA était de plus en plus décrié et rejeté par l'opinion publique africaine. Le franc CFA sera donc remplacé par l'éco toujours arrimé à l'euro. Carmen Madiakato pour des précisions. Fin du franc CFA. Il doit être remplacé à l'horizon 2020 par une nouvelle monnaie, l'éco. L'adoption de l'éco par les pays de l'UEMOA devrait commencer à partir de juillet 2020. L'annonce a été faite hier par le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron en visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a assuré à son homologue français qu'il n'y aura pas de rupture brutale avec le Trésor français, tout en maintenant l'objectif d'une monnaie flexible adossée à un panier de devises. Si ce changement de nom peut à certains égards sembler jouer surtout symbolique, la transformation ne s'arrête pas là. Elle s'accompagne de deux réformes techniques importantes qui devraient calmer les critiques. D'abord, le compte d'opération à la Banque de France est supprimé et par ailleurs, les représentants français siégeant au sein des instances de la BCEAO vont être retirés. Selon les accords monétaires jusqu'ici en vigueur, les États de l'UEMOA ont l'obligation de stocker au minimum 50% de leurs réserves de change à la Banque de France en contrepartie d'une garantie de convertibilité avec l'euro. En 2015, ceux-ci avaient transféré 19 milliards d'euros sur ce compte. En dépit de la disparition du franc CFA, certains de ses fondamentaux vont demeurer puisque l'éco conservera une parité fixe avec l'euro et sa garantie de convertibilité sera toujours assurée par la Banque de France. Le changement devrait concerner à ce jour que les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'Afrique centrale restant pour l'heure à l'écart. La famille scientifique s'est agrandie ce week-end à l'université de Lomé. Des travaux de recherche au niveau doctoral, département de géographie, ont été présentés et soutenus samedi, traitant des thèmes d'actualité. Nous vous proposons ce soir le résumé des travaux de l'impétrant Oda Kokou. Il s'est intéressé aux stratégies d'adaptation des producteurs de la région des plateaux Est aux impacts des changements climatiques. Oda a été dirigé dans ses travaux par Comme Selam Klassou, maître de conférence au sein de ce département. Il a reçu à la fin la mention très honorable. Yves Agbevivi pour le compte-rendu. Un samedi à l'allure d'une journée scientifique au département de géographie à l'université de Lomé. Après de longs moments de recherche, grand jour pour M. Oda Kodjo de présenter les résultats de ses travaux. Vêtus de leur soutane universitaire, les membres du jury font leur entrée solennelle. Merci
Le doctorant en géographie humaine a 30 minutes pour présenter sa thèse de doctorat. Le sujet de recherche est intitulé « Stratégie paysanne d'adaptation aux impacts des changements climatiques dans l'est de la région des plateaux au Togo ». Des travaux dirigés par le maître de conférence, M. Commissaire Onklassou. M. Oda s'est appesanti dans son enquête de terrain sur les effets des changements climatiques sur l'agriculture dans la zone d'étude et les mesures développées par les paysans pour s'y adapter. Ce que nous avons développé dans cette thèse comme stratégie d'adaptation au niveau des paysans, c'est au fait la capacité actuelle des paysans à répondre aux perceptions, bien aux impacts des changements climatiques qu'ils ressentent à leur niveau. La thèse elle-même est intitulée « Stratégie paysanne d'adaptation aux impacts des changements climatiques ». De par l'analyse des données que nous avons traitées, scientifiquement, nous avons observé que la zone d'étude est véritablement confrontée surtout à la baisse de la pluviométrie, à la répartition anormale des pluies, mais également à l'évolution des températures. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que les populations aussi ont pu percevoir les variabilités climatiques dont il est question. Nous l'avons fait de par les mesures météorologiques que nous disposons ou bien l'analyse de cette donnée. Mais au niveau des populations à la base, de par les connaissances aussi de leur climat, ils ont pu aujourd'hui déceler qu'il y a un changement par rapport à ce qu'ils vivaient il y a de cela 20-30 années passées. Il va falloir que les acteurs de la production agricole se regroupent en des petits groupements. Aujourd'hui, nous parlons de scoops. C'est ça qui va faciliter au fait l'intervention aussi, bien l'apport de l'État dans l'adaptation au changement climatique. Réflexion scientifique sur les changements climatiques, un thème d'actualité qui a retenu l'attention du jury. Le sujet s'invite chaque jour à des conférences de haut niveau, comme dans le vécu quotidien de petits producteurs. C'est toute la société qui est concernée. Les sécheresses, les inondations, la mauvaise répartition, à savoir le démarrage parfois tardif des pluies et l'arrêt aussi tardif ou le démarrage précoce avec arrêt tardif, tantôt le démarrage normal mais avec arrêt précoce, tout ceci désorganise les paysans qui naturellement ont une connaissance empirique. Ils savent quand emblaver, quand passer au semis, etc. Mais lorsque leur connaissance empirique calquée sur la répartition, ce qui conviendrait d'appeler normal, est bouleversée, alors là, ils sont désorganisés. Et c'est cette désorganisation qui nécessite aujourd'hui qu'il y ait une adaptation, ce que l'impétrant a présenté. Petit bémol du directeur de thèse pour soutenir les propos de son étudiant. Monsieur Commissaire Onklassou, de par son expérience sur la riposte face à la situation, renchérit. Vous avez évoqué le problème d'accès au financement. Que fait le pouvoir public pour accompagner? Parce que le changement climatique impacte les facteurs de croissance du pays. Et on ne peut pas laisser les agriculteurs à leur triste sort. Donc, pour ce qui concerne l'accès au financement, en 2015, l'État a initié et a mis en place ce qui est appelé l'AgriCEF. L'AgriCEF, c'est l'accès des agriculteurs aux services financiers. Donc c'est un mécanisme qui permet aux agriculteurs d'avoir un minimum, au moins 100 000 pour démarrer, et le temps de remboursement est long parce que quand vous semez aujourd'hui, vous ne récoltez pas demain. Au mois de juin 2018, il a été mis en place ce qui est appelé le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Il minimise les risques. Pourquoi les banques n'arrivent pas à financer les agriculteurs? Parce qu'il y a des risques avec les changements climatiques. Alors, le MIFA
est un mécanisme de financement qui répartit les risques, qui minimise. Je termine, Monsieur le Président, en disant que toujours pour mieux accompagner les agriculteurs, depuis 2 ans, l'État a lancé un travail de fond, c'est-à-dire faire la cartographie des sols agricoles dans notre pays. Avec l'appui du pays chérifien du Maroc, toutes les régions sont aujourd'hui en train de bénéficier de ce travail de cartographie. Donc la cartographie là permet de savoir quels sont les sols qui sont encore aujourd'hui fertiles, quels sont les sols qui ont besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire d'avoir d'intrants. Quel type d'intrants et pour quel type de culture? Alors, je laisserai au niveau du département ce travail qui vient de sortir là. Ça, c'est pour la région maritime, la cartographie. De la région maritime, aujourd'hui, on peut savoir s'il faut faire le mil ou s'il faut faire du sorgho. Quel type d'intrants donner aux paysans? Les travaux de Oda Kodjo sont passés au peigne fin par le jury. L'approche méthodologique, les résultats obtenus et leur traitement sont appréciés à leur juste valeur. Mais après analyse de bout en bout, le fruit des travaux de recherche du doctorant Oda Kodjo doit-il être validé ou non? Le jury présidé par le professeur Wonou Oladokoum s'est retiré, puis voici la sentence. Après en avoir délibéré, le jury a décidé à l'unanimité de vous décerner la mention très honorable avec les félicitations du jury. Travail bien fait, couronné de succès. Mention très honorable avec félicitations du jury. Mais le travail n'est pas encore fini. Il doit intégrer toutes les remarques des membres du jury, composé du président, le professeur Wonou Oladokoum, du directeur de thèse, maître de conférence, monsieur commissaire en Classou, et des membres, le professeur Ibouraïma Yabi de l'université d'Aboumé Calavi au Bénin, et du professeur Edinam Kola, doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé. Le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme a rendu visite samedi aux femmes des marchés de Agbadahonou et d'Adaolato à Lomé. C'était une visite de courtoisie et surtout d'échange sur la promotion des activités génératrices de revenus de ces commerçantes et commerçants des 2 marchés. Reportage Carmen Madjé à Capon. Une visite de terrain pour s'assurer de la bonne marche des activités dans les marchés d'Adaolato et d'Agbadahonou. La ministre en charge de la promotion de la femme est allée apporter son soutien aux revendeuses et revendeurs de ces marchés. Ils étaient tous présents et apprécient à juste titre cette rencontre. C'est nous-mêmes qui lui avons demandé de venir nous voir pour nous aider. Quand elle est venue, elle a également visité les commerçants d'Atikodi et abattoirs. Le Togo envisage d'aider les femmes à être autodépendantes pour parvenir à une croissance de 7,6% d'ici à 2022. Pour la ministre en charge de la promotion de la femme, cette visite permettra aux femmes de ces 2 marchés d'être plus motivées. C'était à la suite d'une formation que nous avons organisée à l'intention des femmes sur la gestion des micro-entreprises, donc à l'intention des femmes du grand marché. Elles m'ont dit ce qu'elles avaient comme préoccupation. Faisons tout ce qui est de notre possible pour leur permettre de prospérer dans leurs affaires. Surtout parce que nous savons ce qu'elles apportent dans l'économie du pays. Elles sont très actives, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel. Elles ont un souci, c'est celui de la construction du grand marché, la reconstruction. Nous les avons rassurées parce que l'appel d'offres a été
lancée, le processus est en cours. Il faut qu'elles soient juste un peu patientes et elles auront très bientôt leur grand marché. Tchabiyandi Kolani Yenchare a profité de l'occasion pour sensibiliser les femmes sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Et d'une visite à une autre, le conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo a fait un tour samedi également dans les magasins d'entreposage du soja dans la zone portuaire. C'était pour vérifier si les acheteurs et exportateurs de cette céréale respectent les normes et conditions qu'impose la chaîne professionnelle. Certains opérateurs ont ainsi vu leurs magasins fermés dans la foulée. Et on voit cela avec Dodo Marie. Visite inopinée du Conseil interprofessionnel de la filière soja, CIFS, dans les magasins d'entreposage du soja. En plein déchargement, ils arrêtent ici les travaux. Et pour cause, la non-conformité au règlement régissant l'achat, la commercialisation et l'exportation du soja graines et ses produits dérivés. Des magasins fermés et des responsables interpellés. L'opérateur tente de se justifier, mais hélas. Plusieurs autres magasins ont également été fermés pour manque d'agrément. Ici, l'opérateur ayant eu écho de l'arrivée du CIFS et des inspecteurs du commerce s'est enfui. Et pourtant, ils ont été sensibilisés et mis en garde après l'arrêté interministériel portant réglementation de la commercialisation du soja graines et ses produits dérivés. Place donc à la répression. Cette année, il y a eu des textes réglementaires qui ont été prises par un arrêté interministériel du ministère du Commerce et du ministère de l'Agriculture pour réglementer donc, la commercialisation du soja graines et de ses produits dérivés. Il ressort de ces dispositions que tout acteur, qu'il soit acheteur, commerçant ou exportateur, devrait disposer d'un agrément lui permettant donc d'opérer pour cette campagne de commercialisation 2019-2020. On a procédé aux vérifications des agréments qui devraient donc les permettre donc d'opérer en tant qu'acheteur ou exportateur donc dans la zone. Beaucoup ne se sont pas conformés aux dispositions, par contre certains se sont conformés aux dispositions et on a purement et simplement fermé les magasins. La plupart des opérateurs exerçant dans le domaine sont indiens, l'Inde étant un grand consommateur du soja et un partenaire privilégié du Togo dans l'exportation de ce produit laitier. Mais c'est seulement quelques-uns de ces opérateurs qui se conforment aux dispositions, comme cet Indien qui s'appuie sur un commissionnaire agréé en douane pour mener ses activités. La vision du CIFS est d'amener tous à disposer de l'agrément pour professionnaliser les activités. Nous pensons qu'avec l'interprofession soja, l'action va être beaucoup plus importante autour donc, de cette filière pour pouvoir l'organiser au mieux et donc tirer la filière, développer beaucoup plus de produits, améliorer les semences, améliorer les pratiques agricoles, développer les techniques autour donc, de la commercialisation et de la transformation du soja pour que le soja puisse être une filière sur laquelle le Togo ou l'État puisse compter pour développer et tirer donc, les producteurs donc, de la pauvreté. L'infraction est passible d'une amende avec interdiction d'activité jusqu'à nouvel ordre. Les autres opérateurs sont appelés à se conformer au règlement en vigueur sous peine d'être soumis à la même sanction. L'Agence nationale pour l'emploi a dressé vendredi le bilan du programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche, le programme AIDE qui a cours au Togo depuis 2011, ainsi que celui des résultats clés du marché du travail au Togo en 2018. Les résultats sont globalement satisfaisants, avec plus de 8000 jeunes déployés sur le marché. D'autres défis restent à relever selon les responsables de l'institution. Gisèle Kozona, reportage avec Robert Potobé et Yata Aratem. Et sur cette base,
Le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche aide est porteur d'espoir d'emploi des chômeurs depuis 2011. Fin 2018, près de 9000 jeunes ont décroché leur premier emploi et pour cette année 2019, 866 demandeurs ont été inscrits. 1400 jeunes sont sur le terrain contre 442 installés à leur propre compte. Malgré ces avancées constatées, plusieurs défis restent à relever. Les défis, si on peut les aborder, c'est la capacité de l'ANPE à faire le suivi des placés dans les entreprises. C'est la capacité aussi de l'ANPE à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que l'enveloppe de financement qui est à 700 millions par an puisse aller au-delà lorsque les moyens de l'État le permettent pour placer par an non pas que 1400 personnes jusqu'à 2000 personnes. C'est la capacité de l'ANPE de proposer au gouvernement des programmes d'adaptation aux métiers porteurs avec le dynamisme de l'économie, avec le PND. Sur le marché du travail au Togo en 2018, les résultats ont été reluisants aussi. Les ministères, comme les autres structures, ont généré plus d'emplois. Au niveau de l'ANPE, nous arrivons à placer en stage 1400 personnes. Et nous avons vu qu'au niveau du programme de volontariat, ils vont à 4000 placements. Le PAEJ, le programme d'employabilité financé par la BAD, donne à peu près 15 000. L'agriculture aussi va au-delà de 15 000. Le ministère de l'Enseignement technique a financé 80 apprenants. Celui de l'Environnement a créé 589 emplois, 51 429 agents insérés à la fonction publique. Le programme aide permet aux primo-demandeurs d'acquérir de l'expérience professionnelle et aider les employeurs à disposer à terme d'une main-d'œuvre qualifiée. La formation duale. La force du réseautage pour les affaires, l'agence Gorbi Service a convié les entrepreneurs togolais samedi à une soirée d'échange et de partage dans cette logique. Reportage Carmen Madjé à Caplan. Une opportunité de réseautage s'offre au public. Le Togo Networking Night 2019. C'est un événement inédit qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes tout en leur donnant la chance d'avoir des opportunités d'affaires. Opérateurs économiques, chefs d'entreprise et porteurs de projets sont ici réunis pour tisser des partenariats fructueux pour le développement de leurs affaires. C'est une initiative de Gorbi Services, une agence de communication basée au Togo et dans plusieurs autres pays du monde. Nous avons réuni entrepreneurs, fonctionnaires, développeurs d'affaires, etc., dans le but de leur permettre d'élargir leur carnet d'adresses et de maintenir leur réseau social au but de soutenir leurs projets professionnels, actuels voire futurs. Plusieurs panels et des rencontres à B2B étaient au menu de cette soirée de réseautage. Les participants ont donc pu élargir leurs connaissances sur les réalités de l'entrepreneuriat au Togo et les dispositifs mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes à réussir dans leurs entreprises. Je crois que ce sont des événements qui doivent être répétés pour créer un véritable cercle d'entrepreneurs, des entrepreneurs confirmés, des entrepreneurs aguerris et aider la jeune génération à aussi se lancer dans cette course d'entrepreneuriat. Ce que nous avons vu ce soir nous nourrit davantage d'espoir que demain les jeunes sauront se prendre véritablement en charge. Aujourd'hui, ce qu'on avait appelé l'État-providence a tendance à ne plus être et il va falloir que les jeunes créent leurs propres entreprises pour pouvoir donc travailler à leur propre compte et c'est en cela que le secteur privé peut véritablement contribuer au développement économique de notre pays. Les autorités togolaises, dans la mise en œuvre du PND, veulent créer 500 000 emplois directs à l'horizon 2022. Ces genres d'initiatives pourront aider le gouvernement à relever le défi du chômage et porter la croissance à 7,6% d'ici à 2022, selon les experts.
Le ministère en charge du tourisme, de la culture et des loisirs poursuit ses formations à l'endroit des professionnels du secteur sur la collecte et le traitement des informations. Il est question de pouvoir avoir sur le plan national des statistiques fiables sur l'apport du tourisme à l'économie et autres encore. La formation vient de se tenir à Kara, d'où nous avons la correspondance de Nestor Mouzou. Il est reconnu que le manque de données statistiques et de méthodes efficaces de leur collecte, de leur traitement et de leur présentation sont des facteurs qui entravent les décisions en matière de développement dans divers pays et régions du monde. L'information statistique constitue un élément indispensable de la planification rationnelle du développement et de l'évaluation des progrès accomplis au regard des objectifs fixés. Au Togo, les statistiques du tourisme produites par le département qui en a la charge souffrent d'insuffisance. Pour y remédier, ce département a initié une formation des acteurs impliqués dans le système statistique national. Sur 1022 établissements de tourisme recensés, sur toute l'étendue du territoire, à peine une trentaine nous fournissent les données sur les arrivées au niveau de leurs hôtels. Donc l'idée c'est d'étendre la base de collecte. C'est pour ça qu'on fait cet atelier aussi à Kara à la suite de celui de Lomé. Donc c'est de ratisser large et d'impliquer tous les établissements de tourisme sur le territoire national. Les communications suivies des débats ont permis aux participants d'avoir des réponses aux questions que posaient les thèmes. À la suite, 2 commissions ont été mises en place pour formuler des recommandations et résolutions. La première commission s'est occupée de la collecte des données au niveau des unités d'hébergement. La deuxième s'est chargée de la collecte des données aux postes frontières du Togo et dans les autres établissements de tourisme. La magie de Noël va apporter comme chaque année la joie et une digne ambiance festive aux enfants vulnérables du Togo. L'opération Noël solidaire du ministère de l'Action sociale a commencé ce week-end par Adeti Kopé. Nous sommes en banlieue de Lomé. Elia Bagnadao y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. C'est parti pour l'opération Noël solidaire édition 2019. Une initiative du gouvernement togolais qui se propose d'apporter la joie aux enfants orphelins et démunis. Composés de vivres et non-vivres, les dons permettront en tout cas à ces enfants vulnérables d'Adeti Kopé de mieux fêter la Noël. Je remercie la ministre pour tout le cadeau qu'elle nous a donné pour fêter. Nous sommes émus. Ça nous fait revivre notre propre histoire. Nous nous rappelons quand nous étions enfants. Lorsqu'on est démuni, on reste à la maison, on ne pouvait même plus continuer et on ne peut même pas s'associer aux autres qui faisaient la fête. Aujourd'hui, grâce à la politique sociale du chef de l'État, nous voyons qu'à la veille de Noël, on pense à ceux qui pourraient n'avoir rien pour fêter et on essaie de les rendre heureux. Pour cela, notre gratitude est immense à l'endroit du chef de l'État. L'opération Noël solidaire s'inscrit dans le cadre de la politique nationale du bien-être de l'enfant qui garantit l'épanouissement des enfants les plus vulnérables. Comme nous le savons tous, les périodes de fin d'année sont à travers le monde des mouvements intenses de fêtes et de réjouissances dans les familles et dans les communautés. C'est aussi l'instant approprié de l'année où les tout-petits s'attendent à recevoir des cadeaux de leurs parents. Mais force est de constater que cette opportunité n'est pas toujours offerte à tous les enfants, notamment les orphelins, les enfants abandonnés ou ceux qui sont issus de familles démunies. Cette activité se maintient et se poursuit grâce à la puissance renouvelée du chef de l'État, son Excellence M. Foreso Zimna Nyasimbe, et à la contribution des partenaires des secteurs publics, parapublics, privés et de la coopération bilatérale. Pour cette année 2019, c'est plus de 6 000 enfants qui seront pris en charge dans les 39 préfectures du pays.
Depuis son démarrage en 2014, l'opération Noël solidaire a touché près de 32 000 orphelins et enfants vulnérables. Et c'est dans la région de la Cara que nous refermons ce journal. L'ambiance était festive samedi au stade municipal de Bafilo. Les populations d'Assoli ont célébré Kamaka ou la fête des moissons, une occasion de rendre grâce aux mannes des ancêtres. Et le chef de l'État a été représenté à la célébration par le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Les temps forts avec Nestor Mouzou. Kamaka, un repère identitaire des populations de la préfecture d'Assoli. Chaque année, à la fin du mois de décembre, ces populations se retrouvent pour se ressourcer autour des valeurs qui leur sont propres et qui leur servent de ciment. Les populations d'Assoli ont pour activité principale l'agriculture. Kamaka constitue l'opportunité pour elles de témoigner leur reconnaissance aux manes des ancêtres et à Dieu pour la récolte de la fin de la campagne agricole. Comme il est de coutume, le contexte historique de Kamaka a été brièvement retracé à l'assistance. Kamaka est l'équivalent du mot hamak en français. C'est un moyen de transport ancestral fabriqué à base de fibres de raffia qui servait à transporter l'autorité traditionnelle en des occasions solennelles comme celle de la fête des moissons. Ainsi, pendant cette période, le chef traditionnel se fait transporter dans ce hamac pour une tournée au sein de sa population afin de s'assurer de la paix qui y règne, s'enquérir de l'état des récoltes, encourager à produire davantage. Kamaka reste et demeure donc un facteur de paix, d'unité et de développement à préserver pour les générations présentes et futures. Pour cette édition 2019, elle est placée sous le thème « La promotion du patrimoine culturel, opportunité du PND pour le développement de nos communes ». Cette fête constitue un moment privilégié pour les communautés qui peuplent la préfecture d'Assoli de dérouler leurs richesses en matière de chant et de danse. Célébrer Kamaka revient aussi pour la population d'Assoli de valoriser leurs rites et traditions, ce qui cadre bien avec la politique du gouvernement qui promeut les ressources culturelles du pays. Les ressources culturelles riches et diversifiées de notre pays, bien exploitées et bien valorisées, peuvent contribuer significativement à la croissance, à la création d'emplois et, par suite, à la lutte contre la pauvreté. C'est du reste ce qui justifie que le gouvernement attache un grand prix tant au développement des industries culturelles qu'à l'inventaire général du patrimoine national matériel et immatériel. À l'analyse, Kamaka offre l'occasion de partager, de communier avec les divinités et de se définir des perspectives avec de bonnes raisons d'espérer. In fine, Kamaka permet ainsi de cultiver la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus qui doivent nous guider dans nos rapports au monde et à la transcendance et qu'il est convenu d'appeler vertu théologale. S'il est une ère de culture, Assoli est aussi une terre de culture. Agriculture et culture sont toutes deux d'importants vecteurs de développement. C'est pourquoi je vous prie de recevoir les chaleureuses félicitations du gouvernement pour la très belle et bonne initiative de l'institution de Kamaka,
cadre d'action en vue de votre mieux-être qui s'inscrit si harmonieusement dans la vision du président de la République de faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2030. Le représentant du chef de l'État, le ministre Guetognon, a appelé les filles et fils d'Assoli à resserrer leurs liens de fraternité, à cultiver la paix et à œuvrer pour la cohésion en vue de consolider l'unité nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle semaine en compagnie des programmes de la télévision togolaise à 22h30. Vous avez rendez-vous avec Ekwe Sala pour la dernière édition du journal de ce jour. Au revoir et à très bientôt sur la TVT.